L'anime commence dans un bois très paisible où se trouve une seule maison au centre. C'est ici que nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Ryo Mijara, qui se lève de son lit pour observer ce qui l'entoure. En sortant et en jetant un coup d'œil au bois, la première chose qu'il fait est de réciter un petit enchantement pour faire apparaître un petit amas d'eau au-dessus de sa main. Dans un changement de scène, nous voyons ce qui s'est passé quelques instants plus tôt, avant son arrivée ici. Ryo reprend soudainement conscience et se rend compte qu'il se trouve dans un endroit inconnu. À travers la brume, un homme apparaît et lui indique que ce n'est pas l'au-delà. Une fois qu'ils peuvent se voir clairement, cet homme lui demande s'il s'appelle Ryo Mijara, ce à quoi Ryo répond par l'affirmative. Soulagé, l'homme lui dit qu'il n'a pas reçu de visiteur depuis longtemps. Sans détour, il informe Ryo qu'il a perdu la vie dans un accident. Sans montrer de surprise, Ryo dit qu'il s'en souvient, et on peut voir qu'il a probablement été renversé par un véhicule. Il demande alors à l'homme s'il est Dieu, mais celui-ci répond que non, qu'il peut le considérer comme quelque chose de plus proche d'un ange, et qu'il est prêt à répondre à ses questions. Ryo décide de l'appeler Michael et lui dit qu'il est conscient qu'il va réincarner. Il veut savoir ce qu'il doit faire maintenant qu'il va revivre. Michael lui répond de vivre sa vie comme il l'entend, qu'on ne lui a pas assigné de mission particulière ni d'objectif précis. Cela fait réfléchir Ryo, et après quelques secondes, il exprime son souhait d'avoir une vie paisible et tranquille. En réponse, Michael lui indique qu'il va réincarner dans un monde avec de la magie, appelé Phi. Dans ce monde, une personne sur 5 a la capacité d'utiliser la magie, et l'attribut de Ryo sera l'eau. Comme il souhaite une vie paisible, il réincarnera dans la forêt de Rondo, où une maison et de la nourriture pour 2 mois lui seront fournis. On voit Ryo inspecter le garde-manger, qui est gelé, ce qui lui fait penser que cet état est maintenu par la magie. Michael l'informe également que les monstres ne pourront pas s'approcher de sa maison grâce à une sorte de barrière protectrice. Ryo remarque que l'accident a dû être grave pour qu'on lui offre toutes ces commodités. De retour dans le présent, Ryo commence à expérimenter la magie pour la première fois. En s'entraînant, il découvre qu'il n'est pas nécessaire de parler pour créer de la magie, tant qu'il visualise ce qu'il veut faire. Cela le déçoit un peu, car il aime les incantations verbales et crier ses pouvoirs. Il remarque qu'il ne peut invoquer que de l'eau froide, ce qui l'empêche d'utiliser la baignoire de la maison pour prendre un bain chaud. À court d'options, il prend un morceau de bois pour essayer de faire du feu, mais après un moment à frotter des bâtons, il abandonne, réalisant à quel point c'est difficile. Laissant cela de côté, il se concentre sur la tentative de geler l'eau dans un seau, sans succès. Voulant créer de la glace, il s'efforce davantage, car il est intéressé par un sort qui lui permettrait de créer des lances de glace. Il réduit alors la taille de l'eau, en extrait la chaleur, et visualise les molécules d'eau. Ensuite, il lie l'élément oxygène à l'élément hydrogène d'une molécule voisine, ce qui lui permet de créer de la glace. Heureux, il remercie les liaisons hydrogène. Ensuite, il entreprend de lui donner une forme. Il fabrique une sorte de loupe qu'il utilise pour amplifier la lumière du soleil et diriger la chaleur sur de l'amadou, créant ainsi du feu. Le soir venu, il peut enfin profiter d'un bon bain avec de l'eau chaude et reconnaît qu'il a beaucoup progressé pour son premier jour. Il pense qu'il devrait pouvoir créer de l'eau chaude de la même manière qu'il crée de la glace, ce qui le conduit à dire que la magie est très utile et qu'il aura beaucoup à faire à partir du lendemain. En se réveillant, il mange un peu de viande et se rappelle que Michael lui a laissé de la nourriture pour 2 mois, ce qui signifie qu'il devra chasser une fois les réserves épuisées. Comme la forêt n'est pas protégée par la barrière, il suppose qu'il y a des monstres à l'extérieur, mais il sait qu'il ne peut pas s'y aventurer avec un simple couteau, il a besoin de magie d'attaque. La nuit, il ne peut pas non plus cuisiner. Sans perdre de temps, il sort pour pratiquer sa magie, la balle d'eau, et s'enthousiasme du succès de son premier sort d'attaque, bien qu'il remarque qu'il manque de puissance. Il décide alors de transformer la balle d'eau en jet d'eau, visualisant un jet d'eau fin et rapide. Cependant, le jet s'affaiblit rapidement et ne va pas loin, ce qui le fait considérer cela comme un échec. Il se souvient alors d'une question qu'il a posée à Michael, comment utiliser la magie. L'ange lui a répondu que l'essence de la magie est la visualisation, et qu'il doit visualiser une image tout en gagnant de l'expérience. À partir de là, Ryo s'entraîne à répéter le jet d'eau encore et encore, et après quelques heures, il observe que son attaque commence à prendre forme. En rentrant chez lui, il découvre qu'en inversant le processus de création de glace, il peut créer de l'eau chaude, bien qu'en s'y plongeant, il se brûle. Le lendemain, il entreprend de créer de la glace directement dans l'air, notant que le processus est assez lent, mais réalisable. Il appelle ce sort lance de glace, mais lorsqu'il le projette, il s'effondre après à peine 1 mètre. Conscient que ce sort n'est pas viable en combat réel à cause de ses limitations, il décide de s'entraîner davantage. Petit à petit, il enchaîne plusieurs sorts, maintenant un rythme jusqu'au crépuscule. À ce moment, la fatigue le frappe soudainement, le faisant tomber à genoux, et il sent qu'il va s'évanouir, ce qui lui fait penser qu'il a épuisé son mana. Cette nuit-là, il réalise une chose importante, il doit allumer le feu pendant la journée, car son seul moyen repose sur la lumière du soleil. En d'autres termes, il se retrouve sans dîner, incapable de cuisiner. Le lendemain, il reprend l'entraînement de sa magie,
et il continue ainsi les jours suivants. Après un certain temps, il voit les fruits de ses efforts, il peut désormais créer la lance de glace instantanément, bien qu'il ne parcourt toujours pas une grande distance. Il estime qu'il est temps de s'aventurer hors de la barrière, ce qu'il fait, armé d'une lance qu'il a créée. En avançant un peu, il arrive à une rivière et trouve ce qu'il cherchait, du quartz, qu'il utilise comme silex pour faire du feu, même sans soleil. Avec cette ressource précieuse, il part à la recherche d'une herbe antidote, considérant que la trouver rendrait son aventure pleinement réussie. À ce moment, il se retourne et aperçoit un monstre, un sanglier mineur. Face à cette situation, son corps se tend, car ce n'est pas une bonne nouvelle. Il se fige de peur lorsque le monstre charge pour l'attaquer. Quelques secondes avant l'impact, des images surgissent dans son esprit, le faisant réagir. Il esquive rapidement en sautant sur le côté. Lorsque le sanglier mineur attaque à nouveau, Ryo se souvient qu'il peut utiliser la magie. En guise de contre-mesure, il crée un chemin de glace qui fait glisser le monstre vers lui, et comme attaque finale, il forme un amas de glace avec des lances pointées vers l'avant, comme un bouclier de pieu. Le monstre s'y écrase et subit une mort instantanée. Ce soir-là, Ryo rentre chez lui pour lire l'encyclopédie des monstres et découvre que le sanglier mineur est le rang le plus faible. Il note également que, bien que l'encyclopédie soit basique, les 2 dernières pages sont spéciales, contenant des informations sur les dragons, des êtres capables de détruire une ville entière sans effort ni aide. On y conseille de fuir immédiatement si l'on en voit un, bien que cela soit probablement impossible. Il est aussi question des diablotins, qui ne sont pas des anges déchus, mais dont l'origine est inconnue. Une note indique qu'on prie pour que personne n'en rencontre. Ryo se demande à quoi cela lui sert de savoir cela, mais en y réfléchissant, il comprend que ce monde est plein de surprises. Ensuite, il s'aventure à nouveau pour collecter des fruits, savourant l'un d'eux pour son équilibre parfait entre acidité et douceur. Soudain, il est attaqué par un monstre volant. Après avoir esquivé son attaque, celui-ci lance une lame de vent qui, heureusement, ne le touche pas. Cela lui fait penser que le niveau de danger a brusquement augmenté. Tout en fuyant, il place des boucliers de glace pour éviter les attaques. Il identifie ce monstre comme un faucon assassin, qui utilise en taille aérienne, un sort de vent invisible, et attaque avec son bec et ses griffes après avoir chargé. Ne pouvant échapper à la bête, il décide de se battre. Il arrête de courir et tire plusieurs jets d'eau dans sa direction. Le faucon esquive en manœuvrant dans les airs, puis charge à grande vitesse. Ryo crée un bloc de glace dans l'air, contre lequel le monstre s'écrase. Après l'impact, le faucon s'effondre à plusieurs mètres. Alors que Ryo s'approche pour se préparer, le monstre se relève rapidement et s'envole à nouveau. Ryo remarque que l'œil du faucon est blessé, et après quelques secondes, il fait demi-tour et s'enfuit. Le danger écarté, Ryo s'allonge sur le sol pour prendre un repos bien mérité, acceptant qu'une vie paisible est difficile à obtenir. Ayant fui le faucon sur une longue distance, il perd l'orientation par rapport à sa cabane. En avançant, il pense qu'il devrait être proche, mais il découvre quelque chose de brillant, un homme en armure sans tête, accompagné d'un cheval sans tête. Le lendemain, Ryo continue d'explorer le bois, profitant du chemin pour vaincre les bêtes qui menacent sa vie ordinaire, cette fois en utilisant avec succès la lance de glace. Il parvient à retrouver sa maison et adopte cette routine pour collecter des ressources et de la nourriture, tout en continuant à pratiquer la magie pour se renforcer. Un jour, il découvre une plage et n'hésite pas à plonger dans la mer. Mais il est soudainement attaqué par un monstre géant des profondeurs, ce qui le fait fuir précipitamment de peur. Plus tard, il crée un sort appelé jet abrasif, un jet d'eau ultra concentré qu'il utilise pour couper une roche parfaitement. Il découvre également que s'il renforce la glace avec de la magie, il peut l'utiliser comme un abrasif de grenat, et il commence à se sentir à l'aise avec l'utilisation de la magie. Une nuit, Ryo décide de retrouver le Dulahan qu'il avait laissé tranquille auparavant, armé cette fois d'une épée de glace. Il sait que le Dulahan ne figure pas dans l'encyclopédie des monstres, peut-être parce qu'il n'est pas considéré comme un monstre ou parce qu'il est trop avancé, mais il n'y attache pas d'importance, pensant qu'il peut l'apprendre par lui-même. Sans perdre de temps, il attaque de front, mais le Dulahan bloque chaque coup. Lors d'un contre-attaque, Ryo se protège avec un bouclier de glace, mais l'impact le déséquilibre légèrement. Lors de la prochaine attaque du Dulahan, Ryo l'esquive et tente de contre-attaquer, mais il échoue. Cela permet au Dulahan de le frapper sur le côté. Bien que Ryo se protège, l'impact est assez fort pour le faire tomber. Il accepte qu'il est incapable de vaincre cet ennemi, mais comme il n'est pas mort, il pense que cela vaut la peine de revenir chaque nuit. Il a l'impression que le Dulahan essaie de l'entraîner. À ce moment, le Dulahan crée une épée d'eau à partir de son arme, qu'il transforme ensuite en glace avec précision. Il s'approche de Ryo pour la lui remettre, mais son arme redevient normale après cela. Ryo suppose que le Dulahan veut qu'il apprenne à l'utiliser. En prenant l'arme, le Dulahan retourne dans l'eau et s'en va. Plus tard, en explorant le bois, Ryo rencontre un monstre volant et pense un instant qu'il s'agit du faucon de la fois précédente à cause de la cicatrice sur son œil, mais il doute car son apparence est différente. En l'analysant, il suppose qu'il a évolué. Quelques secondes plus tard, le monstre lui lance une attaque à longue portée, confirmant qu'il s'agit bien du même.
Rio utilise rapidement un mur de glace à 5 couches, mais en voyant sa barrière détruite par cette simple attaque, il court dans différentes directions pour compliquer les tirs du monstre. Il continue ainsi, contre-attaquant même avec son lance de glace, que le faucon esquive sans problème. Le monstre utilise alors un sort qui détruit instantanément son mur de glace, faisant croire à Rio qu'il peut neutraliser la magie. À ce moment, il voit le faucon immobile dans l'air et se prépare, pensant qu'il va agir. Mais un éclair s'abat sur lui, qu'il esquive en sautant sur le côté, perdant malheureusement sa lance. Le faucon charge vers lui avec ses griffes, et Rio réagit en dégainant son épée, à laquelle il ajoute un tranchant de glace. Il bloque l'attaque avec fermeté, sans répit. Le faucon continue de l'attaquer, mais Rio parvient à bloquer ses griffes et ses projectiles avec son épée seule. À un moment, le monstre prend de la distance pour gagner de la vitesse et charger. En se préparant et en se concentrant, Rio parvient à planter l'épée dans son corps dès qu'il s'approche. Une fois le faucon à terre, Rio comprend son ressentiment, car c'est lui qui lui a blessé l'œil. Il lui dit qu'il a beaucoup progressé grâce à leur rencontre, ayant anticipé une nouvelle attaque et s'étant renforcé pour cela. Il comprend aussi que le faucon a évolué pour se venger. Par respect pour son orgueil, Rio décide de lui porter le coup de grâce en retirant l'épée de sa blessure, ce qui suffit. On voit alors un dragon survoler ce même bois. Alors que Rio rentre chez lui calmement, il est choqué lorsque cet être puissant atterrit devant lui. À sa grande surprise, le dragon lui parle par télépathie, disant qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire après si longtemps sans utiliser ce pouvoir. Il lui demande s'il n'a pas vu un oiseau évoluer à partir d'un faucon assassin. Rio répond que oui et s'excuse s'il s'agissait d'un de ses vassaux, car il vient de le tuer. Le dragon le félicite pour cet exploit et remarque que ce qu'il porte à la ceinture est assez inhabituel. Lorsque Rio lui montre, le dragon lui indique qu'il s'agit de l'épée du roi des fées, ce qui signifie que s'il la lui a donnée, c'est qu'il l'apprécie vraiment. Rio profite de l'occasion pour poser quelques questions, et plus tard, le dragon lui annonce qu'il doit partir, mais avant, il lui révèle son nom, Lewin. Rio se présente également. Dans un changement de scène, nous voyons Michael, l'ange, qui remarque que Rio possède un attribut caché, ce qu'il n'avait pas anticipé, car il n'en avait pas vu depuis la première femme qu'il a réincarnée, il y a 10 000 ans. Il révèle alors que l'attribut caché de Rio est la jeunesse éternelle. Par une nouvelle journée, Rio visite une côte située à proximité, où il découvre des paysages intéressants. Il mentionne qu'il est venu uniquement pour manger des fruits de mer grillés, et qu'il ne s'attendait absolument pas à tomber sur une épave. Il confirme que les corps éparpillés sur le sol sont sans vie, mais se réjouit en entendant que l'un d'eux respire encore. Dans un changement de scène, on voit brièvement un monstre géant attaquer le bateau, ce qui a causé leur naufrage. Une fois réveillé, le garçon que Rio a sauvé constate que ses affaires sont à ses côtés et pousse un soupir de soulagement d'avoir survécu. Il se lève pour jeter un coup d'œil autour de lui, et Rio s'approche pour lui dire qu'il est heureux qu'il soit en vie. Le garçon, surpris de ne pas avoir remarqué sa présence, est également intrigué par la façon dont Rio est vêtu. Il réalise rapidement que ce n'est pas la première chose à demander, alors il se présente comme Abel et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Rio lui dit qu'il n'a pas à le faire, car il l'a simplement ramené chez lui, mais il regrette de devoir lui annoncer qu'il est le seul survivant. Abel suppose que les autres ont été emportés par le courant, mais demande à Rio de ne pas s'inquiéter, car il s'agissait de contrebandiers criminels. Avant d'entrer dans les détails, son estomac gargouille de faim, et Rio l'invite à manger, non sans se présenter lui aussi. Une fois à l'intérieur, Rio explique qu'il n'a pas d'autres vêtements, car sans fil ni tissu, il ne peut en fabriquer. Abel suggère qu'il pourrait en acheter, mais se tait en réalisant qu'il est normal de ne pas pouvoir se le permettre sans argent, et craint d'avoir offensé l'homme qui l'a sauvé. Rio explique qu'il n'y a personne dans cette zone, aucun village à proximité. Apprenant cela, Abel suppose qu'il chasse pour survivre et lui dit que sa nourriture est délicieuse. À ce moment, Rio utilise sa magie pour remplir une cruche d'eau, révélant qu'il est un mage d'eau. Cela intrigue Abel, qui mentionne qu'aux provinces centrales, à peine la moitié des gens peuvent utiliser la magie, et qu'il en est incapable. Rio s'étonne, car Michael lui avait dit que seulement 20% en étaient capables. Abel demande à vérifier quelque chose et veut retourner sur la côte. En chemin, il demande à Rio s'il n'a pas besoin d'une baguette en tant que mage, mais Rio répond qu'il n'a pas ce genre d'objet. Abel pense l'avoir encore offensé, supposant qu'il est trop pauvre pour en avoir une, et lui dit qu'en cas de problème, il peut s'en charger. Rio tente de lui dire que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste, disant que c'est le moins qu'il puisse faire, sinon sa réputation serait ruinée. Rio accepte sans protester davantage. Arrivé à la côte, il constate que les corps ont disparu, peut-être mangés ou emportés par la mer. Abel réalise que sans l'aide de Rio, il aurait subi le même sort. Rio lui dit qu'il a beaucoup de chance, mais Abel lui demande de ne pas être si formel, préférant qu'il l'appelle par son prénom, comme ses amis. Rio reste pensif sans répondre, tandis qu'Abel termine son inspection, annonçant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Rio lui demande ce qu'il va faire maintenant. Abel répond qu'il va essayer de rejoindre ses compagnons à l'une, mais pense que cet endroit est très au sud.
Rio ne sait pas où se trouve Lune, mais suggère qu'il faut aller loin vers le nord. Abel lui propose soudain de l'accompagner, considérant cela comme un travail, car il a besoin de son aide. Il admet qu'il ignore où ils sont et comment atteindre Lune, et qu'un guide, ou plutôt quelqu'un avec qui parler pour ne pas perdre la tête, lui serait utile. Après quelques secondes, Rio accepte, mais prévient qu'il doit se préparer et qu'ils partiront le lendemain, ce qu'Abel accepte joyeusement. À la tombée de la nuit, Rio dit qu'il doit aller dire au revoir à quelqu'un, car il ne peut lui parler qu'à cette heure et veut lui annoncer son absence temporaire. Abel accepte, mais se souvient que Rio avait dit qu'il n'y avait personne dans les environs. Au lieu de poser des questions, il suppose que Rio veut rendre hommage à un proche, car il n'a pas toujours été seul, mais n'ose pas en demander plus. Plus tard, Rio se présente devant le roi des fées, lui annonçant qu'il doit quitter la forêt de Rondo pour un temps. Il le remercie sincèrement, car il a survécu grâce à son aide. Il ajoute que ce sera leur dernier duel, et qu'il se battra avec plus d'ardeur que jamais. Le roi des fées reste silencieux, se met en garde, et leur combat commence. Épuisé après la lutte, Rio voit le roi des fées marcher vers le lac, où il invoque un cadeau, un vêtement. Impressionné, Rio le remercie et promet de le porter avec fierté. Après ses adieux, le lendemain, Rio enfile son nouveau vêtement pour commencer son voyage avec Abel, jetant un dernier regard à sa maison comme pour lui dire adieu. En chemin, il rencontre un monstre de bas niveau, le même que Rio avait affronté au début de ses explorations. Abel annonce qu'il s'en charge. Lorsque le monstre charge, il dégaine son épée et utilise la technique d'empalement, transperçant complètement la créature, créant un trou à l'impact. Surpris, Rio apprend d'Abel que ce sont des techniques utilisées par les épéistes et autres porteurs d'armes. À la nuit, ils font un feu pour se reposer. En poursuivant leur chemin, ils tombent sur une zone peuplée d'hommes lézards. Abel explique que ce sont des adversaires redoutables dans les marais, et qu'il vaut mieux les contourner. Malgré cela, Rio remarque qu'ils sont suivis. Comme ils sont nombreux, il décide d'utiliser sa magie pour combattre. Abel tente de l'en dissuader, évoquant l'absence de baguette, mais est stupéfait quand Rio utilise sa lance de glace pour éliminer facilement 4 hommes lézards. Après les avoir vaincus, Abel lui demande quel est ce sort. Rio trouve cela normal, expliquant que c'est une lance de glace, un sort d'eau. Abel insiste sur le fait qu'il en a lancé 4 simultanément, alors qu'un sort n'a qu'un seul effet, selon le mage de vent qu'il connaît. Rio suggère que la magie de vent est peut-être différente, et que pour la magie d'eau, c'est normal. Abel trouve ça étrange, mais change de sujet pour continuer. Rio crée des verres d'eau pour s'hydrater, prononçant des mots simples pour faire apparaître le verre, puis l'eau. Abel note que la dernière fois, Rio a récité un sort pour invoquer l'eau, ce qu'il n'a pas fait cette fois. Nerveux, Rio prétend qu'Abel a imaginé cela, évitant le sujet. Plus tard, Abel donne une pièce à Rio, qui la regarde avec surprise, avouant n'avoir jamais vu d'argent. Abel explique que c'est un florin de bronze du royaume de Knightley, et que les provinces centrales frappent leur propre monnaie, toutes appelées pareilles. Knightley est l'une des 3 grandes nations, avec l'empire de Debuy et la fédération Andalieu. Rio trouve le nom de Knightley cool, mais celui de Debuy trop banal pour une nation importante. Abel s'étonne de son commentaire, mais change de sujet en notant qu'ils sont dans une zone plus dégagée. Grâce à ses réflexes, il détruit une pierre lancée vers eux avec son arme, tandis que Rio crée un bouclier de glace pour se protéger. Ils sont rapidement encerclés par des golems de pierre. Abel dit qu'ils sont en danger, mais Rio est curieux, s'attendant à des créatures plus humanoïdes. Concentré, Abel annonce qu'il va attaquer le golem le plus proche et que Rio peut rester en arrière. Il utilise sa technique d'empalement, mais le trou dans le golem se régénère rapidement. Abel revient vers Rio et l'informe de cette régénération. Rio veut essayer une attaque et, avec l'accord d'Abel, utilise mur de glace x10, créant un bloc de glace géant qui écrase 2 golems. Stupéfait, Abel lui demande ce qu'il a fait. Rio, optimiste, dit qu'il a éliminé 2 ennemis et prévoit d'utiliser le même sort sur les autres. Après les avoir vaincus, Abel observe le dernier golem, immobile. Rio pense qu'il absorbe l'énergie du sol et, étant renversé, ne peut bouger. Il trouve une pierre magique énorme et colorée à côté, suggérant que ce golem a vaincu de nombreux monstres. Rio la prend comme une récompense, notant qu'extraire celle des autres golems, écrasés par ses attaques, serait difficile. Plus loin, ils aperçoivent un monstre énorme, que Rio pense être un hippopotame géant. Abel, qui n'en a jamais vu, suppose que c'est un behemoth. Rio lui demande s'il compte l'affronter, et Abel répond qu'à moins de vouloir finir en brochette. Peu après, des wyverns s'approchent du behemoth. Les deux observent cette bataille imminente. Rio pense que le behemoth l'emportera, tandis qu'Abel, le voyant en désavantage, parie sur les wyverns. Réveillés par leur présence, le behemoth émet un rugissement créant une onde puissante qui neutralise les wyverns, les faisant s'écraser. Abel, confus, apprend de Rio que le behemoth a probablement annulé leur magie. La nuit, autour d'un petit campement, Abel mentionne que certains pièges de donjon annulent la magie. Excité par le mot donjon, Rio dit qu'il aimerait en explorer un. Abel révèle qu'il y a un donjon à Lune, leur destination. Rio lui reproche de ne pas l'avoir dit plus tôt,
et Abel s'excuse, ignorant son intérêt pour les donjons. Offusqué, Rio lui demande s'il cache autre chose. Abel parle alors des elfes et des nains. Les nains sont de grands guerriers, et il y en a quelques-uns à l'une. Les elfes, eux, vivent dans les forêts et s'éloignent rarement, il n'y en a qu'un à l'une. Rio trouve cela conforme à ses attentes, mais Abel lui demande sur quoi il se base. En avançant, Rio indique que, après les montagnes, ils seront proches du territoire humain. Abel s'étonne de cette connaissance, et Rio se souvient d'une conversation avec le dragon Lewin, qui lui avait expliqué que cette terre est entourée par la mer à l'est, l'ouest et le sud, et séparée du continent nord par une chaîne montagneuse, rendant rare la présence d'humains au sud. Rio élude, disant à Abel qu'il vaut mieux ne pas savoir d'où il tient cette information, prétendant avoir une source dépassant la connaissance humaine. Plus loin, ils sont attaqués par une bête volante intimidante. Abel tremble sous son regard, mais Rio reste calme et donne le signal pour lancer de la viande crue en l'air. Le monstre la prend et s'en va, leur permettant de respirer. Abel avoue qu'il tremble encore, et Rio admet qu'il ne pensait pas survivre à un combat. Abel explique que les humains ne peuvent affronter de tels monstres, et que personne n'a vu de Behemoth ou de Griffon depuis des siècles, trouvant cet endroit étrange, voire maudit. Il suppose que les montagnes empêchent ces créatures d'atteindre le territoire humain. Rio, curieux, pense que les wyverns venus du nord ont affronté le Behemoth. Il confirme bientôt leurs soupçons en envoyant deux au loin. Abel dit qu'ils n'ont aucune chance, car il faut 20 aventuriers expérimentés pour les affronter. Malgré cela, Rio note qu'ils n'ont pas le choix à cause de leur itinéraire et suggère d'empêcher les wyverns de voler. Ignorant les avertissements d'Abel, il utilise lance de glace x4 pour empaler leurs ailes. Abel les achève, et il répète l'opération avec d'autres wyverns venus du ciel. Une fois terminé, Abel trouve cela plus facile que prévu et, malgré l'arrivée d'autres wyverns, montre de l'enthousiasme pour les combattre. Rio, surpris, note que moments plus tôt, Abel refusait de les affronter. Abel se justifie, disant que c'était nécessaire. Après un moment, ils atteignent l'autre côté des montagnes, admirant le paysage avec joie. Une fois que tous deux éliminent les ennemis sur leur chemin, Rio dit à Abel que ça ne l'aurait pas dérangé d'en affronter encore plus. Ce dernier lui demande de ne pas plaisanter avec ça, même s'il admet que c'était plutôt bien d'avoir obtenu autant de pierres magiques grâce à ces monstres. Ensuite, il lui indique qu'ils ont déjà bien progressé vers le nord, mais il ne sait pas exactement où ils se trouvent. Rio lui demande si c'est l'empire de Deguy, mais Abel lui précise que non, que l'empire est encore plus au nord que le royaume, donc ce serait impossible. En entendant cela, Rio est soulagé, ce qui pousse Abel à se demander pourquoi il déteste autant cet empire. Rio clarifie qu'il n'a rien contre l'empire en soi, mais qu'il trouve juste que son nom est affreux. À ce moment-là, il remarque un chemin au loin, et quand Abel constate qu'il pointe vers l'ouest, son attention se tourne vers des montagnes dans cette direction. Rio lui demande s'il y a un problème en voyant son expression changer, mais Abel lui répond que tout va bien, et lui indique que s'ils suivent ce chemin à l'ouest, ils devraient arriver au village de Kailadi. En chemin, il lui raconte que la nourriture de ce village est délicieuse, et qu'il y a un plat qu'il souhaite lui recommander, ce qui excite encore plus Rio. Le soir venu, il visite une taverne, et là, Abel parle de la guilde des aventuriers, car il pense que Rio devrait s'enregistrer vu sa force. Une carte de guilde sert d'identification, et grâce à elle, n'importe quel village ou nation lui permettrait l'entrée. Ensuite, il lui rappelle que lorsqu'ils sont arrivés, il a dû répondre à sa place et payer une pièce d'argent, ce qui est la procédure normale pour un étranger. Mais Rio lui demande s'il n'est pas impliqué dans des affaires louches, insinuant que cette pièce d'argent sert à l'acheter et qu'il est devenu son serviteur. Abel lui demande s'il le voit comme un criminel, et Rio répond qu'il le voit plutôt comme un chevalier qui ne protesterait pas pour une poignée de pièces. Revenant au sujet, Abel lui explique qu'aller à la guilde a d'autres avantages, ils achètent des pierres magiques et des matériaux de monstres à bon prix. Après tout, ces objets ne servent que si l'on est alchimiste. Rio est surpris d'entendre cela, mais alors qu'il veut lui demander plus de détails, une serveuse arrive pour leur servir un plat appelé curry. En voyant cela, Rio reste figé. Le curry est un élément classique dans les histoires de réincarnation. Il vit son propre isekai et n'en revient pas. Peu à peu, il se laisse emporter par sa passion des isekai. Mais quand Abel lui demande si tout va bien, il revient à la normale comme si rien ne s'était passé. Quand il goûte enfin le curry, Rio est ravi et commence à manger avec enthousiasme. Il en commande un second, puis demande à Abel si ce plat existe aussi à Lune. Ce dernier répond que oui. Le lendemain, les deux reprennent leur route vers cette ville, et puisque Rio considère le curry comme quelque chose de précieux, il demande à Abel s'il y a autre chose d'important qu'il aurait oublié de lui dire. Cela met un peu Abel mal à l'aise, mais Rio espère qu'il va avouer aimer les sucreries ou lui montrer les meilleurs desserts du coin. Ils continuent leur long voyage et finissent par apercevoir la ville de Lune. À l'entrée, un garde nommé Nimur reconnaît Abel, surpris car on disait qu'il avait disparu. Abel confirme que c'est vrai et qu'il a pu revenir en un seul morceau grâce à Rio, ce gamin-là. Nimur le remercie et après avoir reçu la pièce d'argent pour le droit d'entrée, ils discutent amicalement. De son côté, Rio les regarde,
un peu heureux de voir qu'Abel est bien accueilli. Une fois dans la ville, Abel indique qu'ils iront d'abord à la guilde, et comme ils sont ensemble, Rio pourra monter de niveau lors de l'enregistrement. Mais Rio demande plus de détails, car il ne comprend pas. Abel explique que lors de l'inscription, on commence au niveau F, mais avec la recommandation d'un aventurier de niveau B ou plus, on peut commencer au niveau E, ou D. Rio suppose donc qu'Abel est de niveau supérieur et en est fier, ce que ce dernier ne comprend pas. Abel lui explique qu'avec un niveau plus élevé, on peut accepter des missions plus difficiles et mieux rémunérées, même s'il doute que Rio doive se soucier de l'argent. Il pense même que vendre toutes les pierres magiques qu'il possède pourrait bouleverser le marché et en faire baisser le prix. Mais il est sûr que le maître de la guilde saura quoi faire. Dès qu'ils entrent dans la guilde, la réceptionniste reconnaît Abel et prononce son nom à haute voix, ce qui déclenche une réaction en chaîne chez tous ceux présents, car ils le connaissent aussi. En quelques secondes, il est entouré de gens heureux de le revoir. Face à cette popularité, Rio décide de sortir pour ne pas déranger. En s'éloignant un peu, il croise une elfe, qui remarque qu'il porte les habits du roi des fées. Quand elle voit que Rio est troublé, elle s'excuse, disant qu'elle admirait juste sa tenue et qu'elle le trouve intéressant. Rio est encore abasourdi par tout ce qu'elle dit, mais elle l'informe qu'elle doit partir et espère le revoir. Plus tard, Abel revient et fait entrer Rio. Il explique à tous que Rio l'a sauvé, ce qui pousse les autres à le remercier. Ensuite, Abel demande à la réceptionniste de recommander Rio pour un niveau D. Elle est surprise, car aucun membre de l'épée écarlate n'avait jamais recommandé quelqu'un. Mais Abel affirme que ce garçon en vaut la peine. Devant sa confiance, elle accepte, mais précise qu'il faudra une démonstration de force. Abel accepte, mais souhaitant discuter avec le maître de la guilde. Ils l'attendent dans une salle privée, et ce dernier entre soudainement, soulagé de voir Abel en vie. Il se présente à Rio comme Hugh Mcglass, maître de la guilde de Lune, et le remercie pour avoir sauvé Abel. Abel explique qu'il veut recommander Rio pour qu'il ait un meilleur niveau. Hugh accepte, à condition qu'il fasse une démonstration. Abel accepte sans protester, mais prévient que Rio est plus fort que lui, ce que Hugh a du mal à croire. Abel montre alors les pierres magiques obtenues sur les monstres vaincus. Hugh les examinait, vu leur taille et couleur, demande si ce sont des pierres de Wyvern. Abel confirme. Hugh en déduit qu'ils ont dû affronter une force capable de raser un pays. Abel précise qu'ils ont vaincu tous les Wyverns au sud des montagnes maléfiques. Rio ne connaît pas cet endroit, alors Abel lui explique qu'après avoir trouvé le chemin vers Kayladi, il a compris qu'ils avaient traversé les montagnes maléfiques. Hugh leur dit que personne n'a jamais traversé ces montagnes vivant, et que même les aventuriers n'y vont que pour de très bonnes raisons. Abel lui demande si cela ne suffit pas pour faire monter Rio de niveau, et Hugh répond que c'est plus que suffisant. À ce moment, des gens entrent dans la salle, et la fille en tête est soulagée de voir Abel. Il s'excuse de les avoir inquiétés. Ce sont Lynn, Ria et Warren. Hugh suppose qu'ils ont beaucoup à se dire et leur laisse la pièce. Il demande à Nina d'apporter les documents dans son bureau pour l'enregistrement de Rio. En sortant, Abel dit à Rio qu'il veut lui montrer quelque chose une fois l'inscription terminée. Dans le bureau, Hugh explique que l'épée écarlate est le groupe d'Abel, le plus populaire de la ville. Rio demande s'il peut vraiment commencer au niveau D. Hugh dit qu'il connaît bien la force d'Abel, qui a un talent unique, mais qu'il n'aurait pas pu vaincre un Wyvern seul. Donc Rio doit être très fort. En lui tapant dans le dos, il remarque qu'il est bien bâti pour un mage. Nina entre avec les documents. Hugh lui demande de guider Rio pour le processus, car il est occupé avec la paperasse. Nina se présente comme employé de la guilde. L'entretien commence. Rio dit qu'il est un mage de l'eau, qu'il n'a pas encore de résidence. Nina l'informe qu'il aura 300 jours d'accès à la résidence de la guilde. Apprenant qu'il n'a jamais exploré de donjon, elle lui propose un cours d'initiation mensuel. Rio accepte avec plaisir. Le cours commence après-demain, et elle l'inscrit. Il est surpris par l'heure, mais Nina lui dit qu'il y a une horloge sur la place centrale. Ensuite, il procède à l'enregistrement en plaçant sa main sur un cristal. Un mécanisme magique grave une plaque, sa carte de guilde. Il est maintenant officiellement enregistré. Seul, Hugh exprime son soulagement de voir Abel en vie et se rappelle qu'il doit signaler son retour. Il sort un appareil de communication. Rio revient vers Abel et lui demande où ils vont maintenant. Abel dit qu'il veut le remercier de l'avoir accompagné en ville, et pour lui avoir sauvé la vie, il souhaite lui offrir des vêtements et une baguette. Rio demande pourquoi une baguette. Abel dit qu'un mage puissant comme lui devrait en avoir une. Rio admet qu'il n'en a pas besoin pour utiliser sa magie, et qu'il se bat aussi à l'épée. Abel est surpris, il ne savait pas. Mais il remarque qu'il ne porte pas d'épée. Rio soulève sa cape pour lui montrer son arme, mais Abel pense que ça ressemble plus à une dague, ce qui le rend confus. Rio change de sujet, ayant remarqué qu'il ignore beaucoup de choses. Plus tard, Rio réfléchit à tout ce qu'il a appris. Il comprend que les journées ici durent 24 heures, une semaine à 7 jours, un mois 30 jours, comme sur Terre. Rien n'a changé. Même les vêtements sont mesurés en centimètres, ce qui le rassure car il déteste le système impérial. Et avec le curry en plus, il se dit que quelqu'un est sûrement arrivé dans ce monde avant lui et l'a influencé.
Abel sort de la boutique et Ryo le remercie pour ses achats. Le soir, Abel l'emmène à une fête organisée pour son retour. Encore une fois, on souligne que Ryo est son sauveur. Le lendemain, Nina explique que l'autre aventurier présent, Ra, le considère comme un grand frère, d'où son comportement amical à la fête. Elle l'emmène à sa chambre dans les dortoirs de la guilde, numéro 10. Là, il rencontre Nils et Eto, très accueillants. Quand Nina s'en va, Nils parle de la beauté de Nina, mais Eto lui rappelle qu'elle a déjà beaucoup de prétendants et qu'il n'a aucune chance. Eto dit à Ryo qu'il devrait se tutoyer entre camarades. Ryo accepte, et tous sont contents de voir qu'il est sympa, car ils ne veulent pas un second Dan du numéro 1. Juste après, Nina revient leur dire qu'un autre aventurier cherche un logement. Il entre et se présente comme Amon. Nils remarque qu'il est très jeune. Amon dit qu'il a tout juste 16 ans. Sa famille est morte, alors il est venu à Lune pour devenir aventurier. Nina les informe qu'Amon prendra aussi le cours d'introduction au donjon, et qu'il pourra y aller avec Ryo. Pendant ce temps, Abel raconte aux membres de l'épée écarlate ce que Ryo a accompli pendant le voyage. Lynn trouve ces histoires absurdes. Elle dit que la magie, mur de glace est trop faible pour faire de gros dégâts, et qu'il est impossible d'en invoquer d'aussi grands dans les airs. Abel insiste que c'est ce que Ryo a fait. Elle objecte que la magie ne peut être invoquée qu'à proximité de son utilisateur, pas à distance. Ria essaie de calmer le jeu, mais Lynn ajoute que traverser les wyverns avec des pieux de glace est impossible, car leur barrière magique repousse les sorts. Abel se souvient de cela et l'admet, mais maintient que Ryo l'a fait. Ria dit que le seul magicien dont on disait qu'il était capable de telles choses, c'est le célèbre magicien infernal. Abel connaît ce surnom, et on raconte qu'il a incinéré 1000 soldats impériaux d'un seul sort, réduit un château en cendres et effacé une ville entière avec une invocation. Même ainsi, Abel pense que la comparaison est exagérée. Mais Ria dit que si tout cela est vrai, alors Ryo est exceptionnel, et peut-être qu'il atteindra ce niveau. Et si jamais il se retournait contre eux, le pire serait qu'il rejoigne l'Empire. Mais Abel assure que cela n'arrivera pas, car Ryo n'aime pas le nom de l'Empire de Debuy. Ce qui laisse tout le monde confus, car ce n'est pas une raison valable pour refuser un empire. Abel n'est pas surpris, il sait lui-même que ce n'est pas logique, et pourtant, même en l'ayant expliqué, il ne comprend toujours pas pourquoi. Lui non plus. Un peu plus tard, le professeur du cours sur les donjons informe les nouveaux, dont Ryo et Amon, que l'introduction du cours est maintenant terminée. Il leur signale également que les 5 derniers ont appris les bases de l'exploration de donjons et qu'ils entreront cet après-midi dans le premier niveau d'un vrai donjon. Amon montre des signes de nervosité en l'apprenant, mais Ryo lui rappelle qu'ils ont encore le temps et que s'il se tend trop maintenant, il sera épuisé une fois arrivé dans le donjon. Le professeur leur indique qu'il est prêt à répondre à toute question avant le départ. Ryo en profite pour lever la main et demander s'il existe un moyen de voyager vers un niveau déjà visité. L'instructeur est surpris qu'il connaisse ce genre de choses et lui explique que, d'après ce qu'il sait, il y a des donjons dans le sud qui possèdent cette fonction. Cependant, ce n'est pas possible dans celui de Lune, et il regrette de ne pas pouvoir l'aider davantage, car il n'a fait qu'en entendre parler. Ryo le remercie pour ses explications, tandis qu'Amon lui dit qu'il est impressionné qu'il sache ce genre de choses, ce qui ne l'étonne pas étant donné son rang D. Ryo lui sourit et lui répond qu'un petit oiseau lui a soufflé l'info. Une fois que les nouveaux se rendent au donjon, l'instructeur leur explique que le donjon de Lune se trouve au centre de la ville, et qu'on pourrait même dire que la ville s'est construite autour du donjon. Comme il l'a déjà mentionné auparavant, tous les quelques années, le nombre de monstres dans le donjon se multiplie, ce phénomène est appelé la Grande Marée. Dans bien des cas, des monstres atteignent la surface, c'est pourquoi des murs doubles ont été construits pour empêcher qu'ils n'atteignent la ville. En entendant cela, Ryo comprend mieux, les murs extérieurs protègent contre les attaques extérieures, et les murs intérieurs servent à contenir les monstres à l'intérieur du donjon. L'instructeur répète que ce phénomène n'arrive que tous les quelques années, et qu'il n'est pas prévu pour bientôt, donc rien ne sert de s'inquiéter. Il leur montre ensuite le bureau de la guilde situé à côté de l'entrée du donjon, car avant d'y entrer, ils doivent y enregistrer leur nom et l'heure. Mais comme aujourd'hui ils participent au cours d'introduction, cela ne sera pas nécessaire. En descendant les escaliers, Ryo conseille à Amon de se détendre un peu et lui fait faire une grande respiration pour qu'il relâche la tension. Une fois à l'intérieur, l'instructeur leur rappelle que le premier niveau ne contient pas de monstres dangereux. Ils peuvent explorer, mais il ne veut pas qu'ils s'éloignent trop de l'entrée. Après avoir marché un moment, Ryo prévient Amon qu'un monstre approche. Il prévoit de l'immobiliser pour que Amon puisse l'achever. Amon accepte, sort son épée. Quelques secondes plus tard, Ryo identifie la créature comme une fourmi soldat, un ennemi de niveau débutant. Lorsque le monstre s'approche, Ryo simule un enchantement et utilise lance de glace, plantant des pieux de glace dans ses membres pour le rendre inoffensif. Amon s'approche rapidement et attaque son coup, point faible révélé par Ryo. Ce dernier lui dit qu'ils vont prendre sa pierre magique, leur tout premier trophée, ce qui réjouit Amon autant que lui. Le soir venu, il retrouve Nils et Eto, qui fêtent la fin du cours d'introduction et la première exploration réussie de Ryo et Amon. Eto dit que c'est incroyable qu'ils aient vaincu une fourmi soldat aussi facilement.
Même si Amon tente de créditer Ryo, ce dernier assure que tout s'est bien passé parce qu'Amon a donné un bon coup avec son épée. Eto leur demande où il compte aller demain. Amon répond qu'il aimerait retourner au donjon, mais hésite à y aller seul. Ryo se propose alors de l'accompagner, car il voulait de toute façon atteindre le 3e niveau. Amon accepte avec joie. Ils reparlent ensuite de la fourmi soldat qu'ils ont vue au 1er niveau, ce qui semble anormal. Nils est d'accord, car d'habitude on ne trouve que des chauves-souris à ce niveau. Il raconte qu'il a entendu des rumeurs de fourmis apparaissant dans les 2 premiers niveaux, ce qui intrigue Ryo. Soudain, quelqu'un explique que les fourmis creusent des tunnels jusqu'au 1er niveau. Ryo reconnaît Abel, et lui dit qu'un aventurier vétéran ne devrait pas importuner les nouveaux. Ses compagnons de chambre restent bouche bée devant sa présence inattendue. Abel se présente au reste du groupe et leur demande de bien veiller sur Ryo. Tout le monde est choqué de le voir en chair et en os, c'est comme si c'était un mort revenu à la vie. Ils le reconnaissent comme Abel de l'épée cramoisie. Nils se présente avec enthousiasme comme un rang F tout juste arrivé à l'une, et dit qu'Abel est son héros. Après lui avoir serré la main, Ryo lui demande ce qu'il fait à la guilde aussi tard. Abel explique que la mission qu'ils avaient prise a pris plus de temps que prévu, et qu'ils viennent tout juste de rentrer. À ce moment-là, le reste de son groupe arrive et le gronde de s'être éclipsé, car ils doivent se rendre chez le maître de guilde. Abel tente de justifier qu'il voulait guider les nouvelles recrues, mais Lynn ignore ses excuses et ordonne à Warren de le porter comme un sac de pommes de terre. Incapable de s'échapper, Abel demande à Ryo de dire quelque chose, mais Lynn s'approche et le fixe. Rya l'interrompt, s'excuse auprès de Ryo, et dit qu'ils doivent emmener Abel d'urgence. Ryo comprend, après tout, il est le chef de l'épée cramoisie, ce qui pousse Abel à le traiter de traître. Une fois parti, Eto commente que Rya est un ange, tandis que Nils pense qu'Abel est incroyable. Ryo, surpris, lui demande s'il pense encore cela après ce qu'il vient de voir. De son côté, Rya réprimande Lynn d'avoir fixé Ryo de la sorte et que c'était malpoli. Elle répond qu'elle est simplement intriguée puisqu'il est censé être un grand mage. Abel assure qu'ils verront bientôt de quoi il est capable, mais alors qu'il est toujours porté, Lynn lui demande s'il essaie de faire le malin, ce qui ne l'amuse pas. Le lendemain, Ryo accompagne un Amon très enthousiaste au donjon. Ensemble, ils affrontent des monstres, Ryo attaquant ceux restés en arrière. Lorsqu'Amon est pris en embuscade, Ryo le protège grâce à ses bons réflexes. Pendant une pause, Ryo dit que sa façon de manier l'épée lui rappelle celle d'Abel. Il en déduit que son maître devait être un ancien aventurier du village. Amon confirme, son maître s'appelle Kiro et il a appris l'épée dans une école renommée de la capitale. Son style vient donc de là. Ryo pense qu'une fois qu'il maîtrisera les bases, Amon sera quelqu'un d'exceptionnel, tout comme Abel. Il lui fait remarquer qu'il est plutôt doué à l'épée malgré qu'il soit un mage. Ryo explique que c'est parce qu'un maître s'entraînait avec lui autrefois. Son style étant original, il ne peut pas dire qu'il le maîtrise entièrement. Il demande alors si Amon a assez récupéré. Celui-ci se lève d'un bond, mais Ryo lui conseille de ne pas en faire trop. Son style de combat est épuisant. Il lui dit que ce style pourra vraiment le protéger quand il le maîtrisera, mais pour cela il devra développer sa résistance, courir autant que possible, être constant. Il partage que lorsqu'il voyageait avec Abel, ce dernier s'entraînait toujours dès le matin. Même les génies doivent s'entraîner. Amon est très motivé par cette révélation et se promet de s'entraîner comme Abel. Un jour nouveau, Ryo annonce à Nils qu'il ne va pas au donjon, car il a d'autres projets. Il commence par visiter la bibliothèque. L'employé lui demande si c'est sa première visite. Il répond que oui, et qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit si grand. Elle l'emmène vers une section spéciale et lui conseille de commencer là s'il ne connaît rien à l'alchimie. Ryo observe les ouvrages, un guide des fondements, un livre de recettes, mais il y a tellement à apprendre qu'il ne sait pas par où commencer. Il se rend ensuite sur la place et pense qu'il ferait mieux d'acheter ses propres livres, ce qui l'amène à se demander combien ils coûtent. Alors qu'il réfléchit, un éclipse solaire survient soudainement, plongeant la ville dans l'obscurité. Ryo ressent immédiatement une étrange sensation, comme si le monde lui-même avait changé. Un puissant sort est alors lancé dans sa direction. Il se protège avec un mur de glace, mais la déferlante de feu est si puissante qu'il peine à s'en défendre. Une fois l'attaque terminée, il voit une femme s'approcher. Elle trouve intéressant qu'un humain soit ici, mais reste confiante dans sa capacité à le tuer. Ryo suppose qu'elle est un démon, une créature équivalente à un griffon, une très mauvaise nouvelle. Il pense à fuir, mais comprend que cet espace est un monde à part du réel. Il renforce donc son mur avec du mana pour se protéger de la prochaine attaque magique. Malgré tout, ce n'est pas suffisant. Elle lui tire alors une rafale de vent directement sur le corps. Ryo encaisse, mais l'effet est annulé. Elle est surprise qu'il ait survécu à l'enfer et bloqué sa lance de vent. Elle remarque que son vêtement est celui du roi des fées. Déterminée, elle veut le tuer. Ils entament un duel à l'épée. Elle le trouve lent. Ryo résiste tant bien que mal, lance plusieurs lances de glace, mais elle les esquive comme si de rien n'était, probablement grâce à la magie du vent. Ils s'échangent des coups rapides, mais Ryo reste confiant, ses attaques ne sont rien comparées à celles de son maître. Elle note que son épée vient aussi du roi des fées et veut savoir qui il est, mais sans attendre de réponse,
elle prépare une boule de feu. Rio contre instantanément avec une lance de glace. Elle est impressionnée par sa vitesse d'incantation et commence à le considérer comme un monstre. Ils reprennent leur combat acharné. Rio utilise ses lances à pleine puissance, elle se protège avec un mur de feu puis des murs de pierre. Malgré tout, certains projectiles la touchent. Rio attaque de front, elle aussi. Lors de l'échange, elle guérit rapidement ses blessures, mais en profite pour le projeter violemment contre un bâtiment. Alors qu'elle allait lancer une nouvelle attaque, il commence à pleuvoir, probablement grâce à Rio. La pluie la brûle violemment. Elle érige un bouclier de pierre, mais en sort bientôt avec une puissante explosion. Alors que l'éclipse s'achève, elle dit que son temps est écoulé. Elle se présente enfin, Léonore Urraca Albuquerque. Rio se présente aussi, l'appelant démon. Cela l'intrigue. Elle regrette de ne pas l'avoir tué, mais admet qu'un tel adversaire ne se vainc pas en un instant. Elle lui dit qu'ils se reverront, car il est destiné à affronter elle ou d'autres comme elle. Elle lui demande de ne pas se faire tuer, sa vie lui appartient. La prochaine fois, elle sera encore plus forte. Après sa disparition, Rio se félicite d'avoir porté cet équipement, sans quoi il aurait eu un trou dans l'épaule. Puis, il pense à acheter des livres, s'inquiète du coût, mais découvre qu'il a beaucoup d'argent sur son compte, sans savoir combien valent les pierres magiques. Peu importe, il est soulagé. De retour dans sa chambre, il s'étonne que personne ne soit là. En regardant par la fenêtre, il voit Nils et Amon blessés, victimes d'une embuscade par d'autres aventuriers de la même guilde. L'un d'eux leur dit que les monstres ne préviennent pas avant d'attaquer. Rio, en arrivant, est d'accord, mais leur dit que baisser sa garde est dangereux. En quelques secondes, il neutralise ses adversaires avec un simple sort. Nils le prévient que l'homme encore debout est Dan, de la chambre numéro 1. Rio lui demande s'il va fuir maintenant que ses amis sont à terre. Dan tente de lui donner un coup de poing. Rio l'évite facilement et lui assène un coup rapide à l'estomac avec le pommeau de son épée, lui coupant le souffle. Avec l'incident clos, Rio soigne les blessés. Épuisé, il demande à Eto de soigner les autres aussi. Les quatre se retrouvent ensuite dans une source chaude. Eto soigne son épaule et dit que le coup n'a pas brisé d'os, mais aurait été fatal s'il avait touché le cœur. Rio avoue que c'était visé, mais qu'il a pu l'éviter à la dernière seconde. Enfin, Rio se concentre sur l'essentiel, il y a d'autres comme Léonore, et il doit enquêter sur cet espace étrange où il a été piégé. Un nouveau jour commence, et Nils, Eto et Amon s'aventurent dans le donjon. Après avoir progressé de quelques étages, ils affrontent des gobelins archers. Une fois tous les ennemis vaincus, Eto soigne les blessures d'Amon, et il s'accorde à dire que ce n'est pas bon signe, car des gobelins archers ne devraient pas être au 5e niveau. Pour cette raison, Nils propose de rentrer immédiatement, estimant qu'ils ont déjà assez gagné pour eux trois. Amon est surpris par la rapidité avec laquelle Nils veut partir, mais ce dernier insiste sur le fait qu'il ne faut pas prendre de risques, sa devise étant que la survie passe avant tout. En chemin vers la sortie, Amon mentionne qu'il aurait été mieux que Rio les accompagne. Eto répond qu'un groupe se forme avec des membres aux compétences similaires et qu'ils ne sont pas au niveau de Rio. Pendant leur discussion, on aperçoit brièvement un monstre géant armé d'une hache, qui anéantit le dernier membre d'un groupe d'aventuriers ayant eu la malchance de croiser son chemin. Revenant à Rio, celui-ci réfléchit en dehors de la ville à son dernier combat, trouvant la magie d'Éléonore incroyable. Il reconnaît qu'ils étaient à égalité en termes de vitesse d'incantation, et qu'il doit donc développer ses points forts et renforcer ses compétences pour en faire des atouts, c'est sa seule option. Il doit aussi améliorer sa vitesse de déplacement, car la magie qu'Éléonore a utilisée pour se rapprocher de lui semblait être de la magie du vent, ce qui le rend un peu jaloux. Après réflexion, il évite de s'attarder sur cette jalousie et cherche un moyen de se déplacer plus vite avec sa magie de l'eau. Le premier sort qui lui vient à l'esprit est jet d'eau, qu'il a utilisé sous l'eau pour remonter à la surface, mais sur terre, il doit changer de tactique. Après quelques secondes, il crée un chemin de glace au sol pour s'y tenir, puis visualise la magie expulsée de son dos, utilisant jet d'eau x 256. Cela lui donne un petit élan qui le fait avancer légèrement, mais il considère cela comme un échec. Malgré tout, il voit cela comme un travail en cours et se demande s'il pourrait réussir en utilisant 1024 jets. Avant de tester cela, il décide d'aller à la bibliothèque pour en apprendre plus sur les démons et l'alchimie. De son côté, Lynn est occupée à lire des livres interdits, sans trouver ce qu'elle cherche. Elle trouve absurde une magie capable de créer un mur de glace en plein air ou des lances de glace pouvant percer les défenses d'un wyvern, quelque chose que même le maître Hilarion ne pourrait pas faire. En y réfléchissant, elle envisage que ce soit des sorts originaux, mais seul le mage infernal de l'Empire en serait capable. À ce moment, une autre aventurière, qu'elle reconnaît comme étant Serra, la salue. Lynn trouve étrange de la voir ici, surtout en train de lire ses livres. Elle explique qu'elle cherchait quelque chose de précis, sans succès. Elle commence à dire quelque chose, mais se ravise et change de sujet, mentionnant que Serra était partie de l'une pour une mission à la capitale royale. Serra confirme qu'elle vient de rentrer, mais doit partir car un messager l'attend, et elle s'en va. Lorsque Nils et les autres reviennent à la guilde, ils informent Nina de ce qui s'est passé. Elle vérifie que les pierres magiques proviennent bien de gobelins archers,
ce qui n'a pas été vu au 5e niveau depuis des années. Trouvant cela inquiétant, elle décide d'avertir le maître de la guilde et de placarder un avis sur le panneau. En apprenant la nouvelle, Yugi voit un possible signe et demande à Nina combien de groupes de rambés sont en ville. Elle répond qu'il n'y a que l'épée cramoisie et la brigade blanche, et que le leader de cette dernière, Phelps, et son groupe principal sont présents, revenus d'une mission il y a 2 jours. Yugi demande à Nina de convoquer les 2 groupes, car il veut leur faire une proposition en personne. Lorsqu'Abel est informé de cette réunion, il n'est pas ravi que Phelps soit là. Ria lui dit qu'il est inutile de s'inquiéter maintenant, et qu'elle a entendu dire qu'ils sont amis depuis longtemps. En entrant dans le bureau de Yugi, Abel salue Phelps, le leader de la brigade blanche, de manière peu enthousiaste, mais ce dernier semble habitué à son attitude. Une fois assis, Yugi leur répète que des gobelins archers ont été repérés au 5e niveau du donjon, une information totalement fiable, car les aventuriers qui les ont affrontés ont ramené leurs pierres magiques. Il demande aux 2 groupes d'aller dans le donjon pour chercher des signes de la Grande Marée, une croissance exponentielle de la population de monstres. Cela fait 10 ans depuis la dernière, ce qui signifie qu'une autre pourrait survenir à tout moment. Conscient qu'ils ne travaillent pas gratuitement, il leur propose 100 pièces d'or à l'avance et 200 supplémentaires à la fin de la mission. Abel demande s'ils doivent simplement vérifier si une grande marée approche, et Yugi confirme, précisant qu'il faut évaluer sa probabilité et, en cas de confirmation, revenir immédiatement à la surface pour abandonner l'entrée du donjon et se positionner sur la double muraille, en collaboration avec la guilde et les chevaliers. Il ajoute qu'il a déjà informé le seigneur de cette mission et des plans de défense. Ils partiront demain à la première heure, et un avis a été publié indiquant que le donjon est fermé. Les 2 groupes acceptent la mission, mettant fin à la réunion. Le lendemain matin, Ryo annonce à ses compagnons qu'ils partent tôt pour visiter l'aile nord de la bibliothèque, où se trouve du matériel avancé, espérant en apprendre plus sur l'alchimie que dans l'aile sud. Eto lui dit que cela n'a pas de sens, car seuls les aventuriers de rang D peuvent accéder à cette zone, mais Ryo n'aura aucun problème. Amon se demande si les rumeurs sur des livres interdits sont vraies, ce qui intrigue Ryo. Eto confirme leur existence, mais précise qu'il faut être de rang B pour y accéder, ce qui déçoit Ryo. Changeant de sujet, Nils mentionne qu'il est temps d'aller au donjon, et Ryo les salue en partant le premier. Arrivé à la bibliothèque, il est impressionné par la taille et l'ambiance du lieu, mais se demande s'il aura besoin d'aide pour trouver les livres qu'il cherche, craignant qu'on le trouve étrange s'il pose des questions sur les démons. En montant les escaliers, il aperçoit Serra et est surpris par son apparence. Pendant ce temps, l'épée cramoisie et la brigade blanche se réunissent à l'entrée du donjon. Phelps indique qu'il est venu avec la moitié de sa brigade, uniquement des membres de rang C ou supérieur. Avant que Yugi n'ouvre la porte, Abel l'arrête, ayant un mauvais pressentiment, et demande à Lynn d'utiliser le sort de détection pour analyser le premier niveau. Lorsqu'elle lance le sort, elle informe qu'il y a plusieurs centaines de signaux à l'entrée. Cela confirme les soupçons d'Abel, et Phelps conclut qu'il s'agit de la Grande Marée. Yugi ordonne à tous de reculer et d'avertir les chevaliers et la guilde, car les monstres arriveront bientôt. Ils évacuent rapidement la zone pour fermer la porte de la double muraille, confinant l'entrée du donjon. Nils et les autres apprennent à la guilde que le donjon est fermé, supposant que c'est lié aux gobelins archers qu'ils ont vus. Soudain, un aventurier entre pour annoncer que la Grande Marée approche, ce qui signifie que les monstres vont sortir, et que c'est une mission prioritaire. Il leur indique de se positionner sur la première muraille pour attaquer immédiatement. Nils, Eto et les autres répondent à cet appel d'urgence et quittent la guilde pour apporter leur soutien. Revenant à Ryo, il reconnaît Serra comme l'elfe qu'il a vu auparavant, confirmant qu'elle est une aventurière locale. Toujours surpris, il la regarde tandis qu'elle s'approche pour lui tendre la main et se présenter. Ryo se ressaisit et se présente à son tour. Elle lui demande ce qu'il cherche à la bibliothèque, et il répond qu'il s'intéresse à l'alchimie, omettant son intérêt pour les démons. Bien que ce ne soit pas urgent, il envisage de créer un golem, ce qui surprend Serra, qui trouve le projet ambitieux. Elle doute qu'il existe des livres expliquant comment créer un golem, mais pense que certains peuvent donner des pistes. Elle lui propose de l'accompagner, connaissant la bibliothèque comme sa poche. Ryo lui demande si cela ne la dérange pas, et elle répond amicalement que non, puis lui demande s'il aime les livres. Il raconte qu'il passait ses journées à lire, mais qu'il n'a pas touché un livre depuis longtemps, ce qui lui rappelle des souvenirs. Serra trouve sa façon de parler étrange, comme s'il parlait de décennies écoulées, ce qui déstabilise un peu Ryo. Il change de sujet et lui demande si elle est une elfe, ce qu'elle confirme, ajoutant qu'elle est aventurière comme lui et membre d'un groupe de rang B, dont elle est la seule membre. Ryo mentionne qu'un ami lui a dit qu'il n'y avait qu'une seule elfe en ville, ce que Serra confirme, expliquant que les elfes sont rares dans les colonies humaines, mais que cela lui a permis de le rencontrer, ce qui la réjouit. Ryo apprécie ses paroles, et ils arrivent à la section où se trouvent les livres utiles. Pendant ce temps, pour l'urgence, toutes les entrées sont fermées, et les aventuriers se positionnent sur la muraille, prêts pour l'attaque imminente. Soudain, la porte scellant le donjon est enfoncée, et les monstres, libérés, poussent un rugissement. À ce signal, les aventuriers à distance commencent à tirer tout ce qu'ils ont. Peu à peu,
les gobelins archers blessent les aventuriers de rang inférieur, et les chevaliers se positionnent pour défendre le côté nord. Abel reconnaît immédiatement les chevaliers du marquis de Lune, et Hugh mentionne avoir rencontré le commandant Neville, qui dirige maintenant les opérations. Malgré les tirs de flèches, Hugh s'inquiète du nombre de monstres, bien plus nombreux que la dernière fois. Phelps informe qu'il n'y a pour l'instant que des gobelins normaux et archers, mais qu'il ne faut pas baisser la garde. Abel pense que cela va durer et demande à Lynn de ne pas gaspiller son mana, mais s'il y a un sort de zone, de l'utiliser. Elle répond qu'elle n'en a pas et ne comprend pas pourquoi il pose la question. Rhea annonce qu'elle n'a plus de flèches, mais des aventuriers arrivent avec des réserves. Lorsque Nils donne un baril de flèches à Abel, il transmet un message de Hugh, un monstre énorme pourrait se trouver derrière la muraille, et l'épée cramoisie doit s'en charger. Plus tard, après avoir vaincu la majorité des gobelins, Hugh demande aux deux groupes de descendre de la muraille pour passer à l'attaque. Une fois les monstres restants éliminés, un général gobelin, le plus grand, approche. En y regardant de plus près, il réalise qu'il y en a 3, ce qui indique qu'un roi se cache derrière. Abel informe les autres que lui et Phelps s'occuperont de 2 généraux, tandis que Rhea et Shayna, la coéquipière de Phelps, devront gérer le 3e. Au début du combat, Abel et Phelps parviennent à prendre l'avantage peu à peu, tout comme pour le 3e général. Mais soudain, Abel remarque quelque chose venant de l'entrée et crie aux autres de se baisser. À peine fait-il cela qu'une magie tranchante détruit l'entrée et fonce vers eux à grande vitesse. Warren parvient à la bloquer avec son grand bouclier. Un général gobelin, sur la trajectoire de l'attaque, est coupé en 2 sans effort. Phelps se demande ce que c'était, et Rhea explique qu'il s'agissait d'un air slash, mais bien plus puissant et rapide qu'elle ne l'avait jamais vu. Abel note que le roi n'a fait que brandir son bras, prêt à sacrifier ses généraux pour les éliminer, révélant la présence de cet ennemi final. Sans perdre de temps, Abel et Phelps foncent sur le roi pour l'attaquer simultanément. Mais lorsque Phelps frappe avec sa lance, elle rebondit sur l'armure robuste du roi. Pendant qu'ils l'affrontent, Hugh est convaincu qu'ils peuvent le vaincre, car cette épée magique et cette lance sont les seules armes efficaces contre lui. À un moment, le roi se prépare à lancer une attaque puissante. Phelps recule, mais Abel court droit sur lui, exécutant sa technique ombre parfaite. Cela lui permet d'esquiver l'attaque à distance, réduisant instantanément la distance. Face au roi, il utilise sa technique empalement, enfonçant son épée dans son corps. Malgré cet assaut, le roi rugit de colère, encore en vie. Abel, qui s'y attendait, donne le signal à Lynn, qui préparait son sort derrière le bouclier de Warren. Dès que celui-ci s'écarte, Lynn attaque le roi avec une pluie de projectiles d'air, perforant son corps de nombreux trous, le faisant s'effondrer et scellant leur victoire. Une fois le combat terminé, Abel explique à Phelps que Lynn a préparé pluie de projectiles, un sort puissant mais nécessitant un long temps de préparation. À ce moment, Rio quitte la bibliothèque à la fin de la journée et dit au revoir à Serra à la sortie. Dans un changement de scène, on voit une porte étrange dans les profondeurs de le donjon, dont on ignore ce qui se trouve de l'autre côté. Quand Rio arrive à la guilde, il découvre une célébration à laquelle tout le monde participe, mais il n'en comprend pas la raison. Pendant ce temps, Hugh reste dans son bureau, de mauvaise humeur. Cela s'explique par le fait qu'il a beaucoup de travail en retard, les rapports à envoyer aux responsables régionaux et de la capitale, les fonds d'intervention pour la Grande Marée, les papiers relatifs au paiement des aventuriers ayant aidé, les plans de restauration et d'approvisionnement, ainsi que l'élaboration d'un budget équilibré qui ne pèsera pas sur la guilde. Et ce n'est pas tout, des chercheurs venus de la capitale doivent arriver pour étudier ce qui s'est passé, en plus du fait que le donjon restera fermé pendant un mois entier. Rio apprend peu après que la célébration marque la fin de la Grande Marée. Nis lui raconte alors qu'Abel est quelqu'un d'exceptionnel, car il a porté un coup d'épée au roi gobelin. Les autres mentionnent que le puissant sort utilisé par Lynn était pluie de projectiles, l'un des sorts de vent les plus puissants, et qu'Abel a été le seul à l'éviter, bien qu'ils ignorent comment. Abel arrive à ce moment-là pour leur expliquer que cela est dû à la technique ombre parfaite, qui permet d'esquiver n'importe quelle attaque à distance, y compris la magie. Quelques secondes plus tard, Lynn et Rhea arrivent. Cette dernière fait remarquer qu'il était évident qu'Abel serait avec Rio, puisqu'il est celui qu'il préfère. La manière dont elle le dit fait sentir à Rio qu'elle lui en veut encore, même s'il ignore pourquoi. De son côté, Lynn demande à Rio de lui parler en privé, elle veut savoir s'il peut vraiment invoquer des murs de glace dans les airs. Il répond par l'affirmative, précisant que sa hauteur maximale est d'environ 40 mètres, bien que cela ne soit pas facile et qu'il lui ait fallu beaucoup de temps pour maîtriser cette technique. Comme c'est normal, Lynn est impressionnée par cette réponse. Elle murmure que c'est bien plus que ce que peuvent faire la plupart des mages, puis lui demande s'il s'agit d'un sort original. Voyant que Rio ne comprend pas, elle lui rappelle que la majorité de la magie utilisée consiste à réciter des sorts préexistants. Rio lui explique alors que, selon lui, les sorts sont quelque chose de très personnel, et que chacun a son propre style. Lynn réagit avec confusion, car ce n'est pas ainsi que la magie fonctionne habituellement. Avant qu'ils puissent approfondir le sujet, Nils les interrompt en avertissant Rio qu'ils vont le laisser sans nourriture s'il reste là. Les deux s'éloignent donc. Abel fait alors remarquer que,
du point de vue de Rio, les sorts ne servent qu'à avoir l'air classe. En outre, Rio utilise de la magie sans incantation, ce qui continue d'étonner Lin, qui le trouve de plus en plus étrange. Un peu plus tard, Nils et ses compagnons arrivent à la guilde pour travailler, mais ne trouvent aucune annonce disponible. Quand Rio vient les saluer, il leur demande s'ils ne vont pas travailler. Nils lui explique que, puisque le donjon est fermé, il pensait effectuer une mission de collecte. Cependant, les réserves accumulées ces derniers jours sont si importantes que les acheteurs n'ont fait aucune demande. En les écoutant, Rio leur dit qu'il est là parce qu'il a besoin de matériaux pour pratiquer son alchimie, mais qu'il n'en reste plus. Nils lui demande alors s'il s'agit du cuivre magique, ce qui aurait du sens étant donné son coût élevé. Rio confirme, la valeur d'une pierre est d'environ 500 000 florins, soit 50 pièces d'or. Les trois évitent de montrer leur surprise face à cette somme et se demandent quoi faire. Face à leur situation, Rio leur propose de travailler pour lui, s'il peut obtenir du minerai de cuivre magique en dehors du donjon, cela lui serait utile. Il mentionne qu'il existe une mine abandonnée près de Rusé, à mi-chemin d'ici. Rio leur propose alors 4 pièces d'or chacun, peu importe ce qu'ils rapporteront, et promet de racheter le minerai à 25 pièces d'or. Toutefois, il insiste sur leur sécurité, leur priorité est de revenir sains et saufs. Les trois sont très surpris par cette offre. Nils, en bon mercenaire, accepte immédiatement, mais lui demande s'il est vraiment prêt à payer autant. Rio répond que cela fait 37 pièces d'or au total, moins que ce qu'il coûterait au village, et comme ce n'est pas une quête de la guilde, ils ne gagneront pas de réputation. Après s'être consultés du regard, les trois répondent qu'ils s'en moquent et acceptent l'offre. Quand Rio rentre dans sa chambre, il entend un bruit dans la rue qui attire son attention. Il jette un œil par la fenêtre et découvre une scène dans une ruelle, des chevaliers tentent d'emmener une jeune fille de force, tandis que son compagnon fait tout pour les arrêter. Au moment où il s'apprête à partir, le jeune homme frappe l'un des chevaliers pour le faire lâcher prise, et la fille se réfugie aussitôt derrière lui. Le chevalier sort alors son épée avec colère, menaçant de lui donner une raclée pour oser s'opposer à lui, même s'il n'a pas l'intention de le tuer. Mais à peine fait-il un pas qu'il trébuche soudainement. Il accuse le jeune homme, qui affirme n'avoir rien fait. Le chevalier trébuche à nouveau en tentant de se relever, ce qui surprend ses compagnons. C'est alors que Phelps arrive sur les lieux et leur ordonne de s'arrêter. Les aventuriers le reconnaissent immédiatement, contrairement au chevalier. Face à leur hostilité, Phelps les critique vivement, eux qui sont censés protéger le royaume ne devraient pas agir ainsi. Comme ils menacent de le faire expulser de la guilde, Phelps leur rétorque qu'il est certes aventurier, mais aussi noble du royaume. Il se présente alors comme Phelps Henlin, héritier de la famille Henlin, dont le père, Alexis Henlin, était le précédent commandant des chevaliers. Il leur ordonne de partir sur le champ, et les chevaliers obéissent. Une fois que l'aventurier et la jeune fille sont partis, Phelps tourne son regard vers la fenêtre où se trouve Rio, sachant qu'il a tout observé. Il suppose qu'il s'agit bien de Rio, car Abel lui a beaucoup parlé de lui, et il ne peut nier que sa magie est fascinante. Il a compris que c'est Rio qui a fait trébucher le chevalier, mais comme Rio ne veut pas révéler cette information, Phelps précise qu'il ne l'accuse de rien et considère que l'homme est tombé seul. Il ajoute que, selon Abel, l'aide de Rio aurait rendu la fin de la grande marée plus facile. La conversation est interrompue par la compagne de Phelps, qui lui rappelle qu'ils doivent partir. Il prend congé et s'en va avec elle. En les observant, Rio perçoit qu'ils sont très forts, mais il se demande pourquoi le fils d'un marquis est un aventurier. Cette nuit-là, Abel rejoint Rio, qu'il trouve en train de dîner seul. Voyant que Rio trouve étrange qu'il soit seul, Abel laisse entendre qu'il comptait visiter le quartier rouge. Rio s'apprête à le dire à voix haute, mais Abel lui couvre rapidement la bouche pour éviter qu'un ragot se répande. Rio suggère alors que Lin pourrait être une bonne option, mais Abel répond que ce n'est pas possible, car Lin aime Warren. Réalisant ce qu'il vient de révéler, il supplie Rio d'oublier ses paroles. Malgré tout, Rio pense qu'il formerait un couple intéressant, et que l'amour ne connaît pas les différences de taille. Puis il suppose que la personne que Abel aime est Ria, ce qui fait réagir Abel nerveusement, affirmant aussitôt que ce n'est pas le cas. Rio lui demande alors, et cette réaction de gamin? Mais il change vite de sujet, voulant savoir pourquoi Abel est seul. Abel esquive et lui demande s'il est libre, car son aide lui serait très utile. Un peu plus tard, il marche dans les rues. Abel lui explique qu'un ami chercheur venant à l'une est accompagné de chevaliers royaux comme garde du corps, mais que certains d'entre eux sont corrompus. Comme ils sont sortis ce soir, ils doivent les retrouver avant qu'ils causent des problèmes. Soudain, Rio fait signe à Abel de s'arrêter, des aventuriers qu'il voit au loin ne faisaient pas partie de la fête de célébration. Abel explique que des aventuriers étrangers viennent parfois, vu que la ville a un donjon. Rio lui rappelle que le donjon est fermé, ce qui rend la situation suspecte. Il décide donc de les suivre, ce qui les mène dans une impasse déserte. L'un des étrangers tente alors d'attaquer Rio, mais ses réflexes lui permettent de bloquer facilement. Quand les autres foncent sur eux, plusieurs morceaux de glace tombent du ciel et les assomment. Tous les attaquants sont vaincus sans difficulté. Rio est déçu par cette embuscade, mais Abel lui dit que personne ne s'attendait à ce qu'il soit si fort. Ensuite, Abel ramasse un objet par terre,
qui semble être un artefact d'alchimie. Avant que Ryo ne le lui demande, il refuse de le lui donner, car il servira de preuve. Une fois les assaillants ligotés, Abel constate qu'ils sont des aventuriers de niveau C de Jeu Clair, la capitale de Andalieu, mais il ignore ce qu'ils font ici. Il décide de les laisser aux mains de la garde locale et s'en va avec Ryo. Pendant ce temps, les chevaliers corrompus retrouvent Phelps, qui marche seul dans les canaux. Alors qu'ils s'apprêtent à l'attaquer par derrière, ils deviennent soudain incapables de bouger ou de parler. C'est l'œuvre de la compagne de Phelps, qui leur a tiré des dards paralysants, puis lancé un puissant sort de feu qui les incinère complètement, sans laisser de traces. Phelps la félicite, l'appelant China. Plus tard, Hyuga a une réunion avec les chercheurs et leur reproche d'avoir saisi les réserves de la guilde. Ils ont ouvert le donjon sans autorisation pour enquêter, et exigent même des aventuriers pour leur protection. Clive, l'un des chercheurs, lui rappelle que le roi a nommé le comte Harold Lawrence, ministre de l'Intérieur, chef de l'expédition, et lui a donné une autorité totale, comme indiqué dans le décret. Hugh trouve cela déraisonnable, mais Harold met fin à la discussion en promettant de faire venir des fournitures d'autres villes. Clive admet que cela réglera le problème des provisions, mais qu'ils ne peuvent pas retarder l'ouverture du donjon. Après réflexion, Hugh accepte d'ouvrir le donjon, à condition que ni la ville, ni les aventuriers, ni la guilde ne soient tenus responsables en cas de problème. S'il refuse ces conditions, il ne l'ouvrira pas. Clive est furieux, mais Harold accepte. Harold demande ensuite s'il est possible d'engager des aventuriers en leur offrant un salaire plus élevé. Hugh répond que cela dépend d'eux, mais rappelle qu'aucun relevé de l'état du donjon après la Grande Marée n'existe, donc ils doivent être extrêmement prudents. Ryo tente de rendre visite au groupe d'Abel. Soudain, une jeune fille sort en courant, puis revient quelques secondes plus tard, lui demandant s'il est un aventurier, car elle doit remettre une lettre urgente à la guilde. Ryo accepte, et la jeune fille remet la lettre à Abel et aux autres, précisant qu'elle vient du professeur Hilarion de la capitale. Après lecture, Abel apprend qu'ils sont requis pour aider les mages de la cour dans leur enquête sur le donjon. Ryo trouve cela étrange, car le donjon était censé être fermé. Abel explique qu'il l'ouvre pour des personnalités importantes. Mais il est inquiet, le donjon a été fermé après qu'un groupe de niveau S y soit entré des décennies plus tôt, sans jamais en ressortir. Leur chef était presque de niveau SS. Personne ne sait donc ce qui s'y passe après la Grande Marée. Ryo s'en va sans s'attarder. Ria demande alors le nom de la messagère, qui se présente comme Nathalie Schwarzkopf. Lynn reconnaît le nom, c'est une famille de grands mages d'eau. Nathalie confirme, mais précise qu'elle n'est pas exceptionnelle. Lynn lui demande alors si elle connaît un sort permettant d'utiliser la magie à distance, dans les airs. Nathalie répond que non, et qu'elle n'a jamais entendu parler d'une telle magie. Abel demande à Lynn si elle compte continuer à enquêter là-dessus. Elle répond que oui, car une telle information éveillerait l'intérêt de tout mage. Nathalie demande alors si cette magie existe vraiment. Ria répond que Ryo, le garçon qui vient de partir, semble pouvoir l'utiliser. Abel en profite pour leur donner une consigne importante, personne ne doit affronter Ryo. Il est convaincu que même réunis à 4, ils ne pourraient pas le vaincre. S'ils le rencontrent comme ennemi, ils doivent se rendre, bien qu'ils ne les tueraient probablement pas. C'est un ordre, en tant que chef. Il ajoute que si Nathalie a besoin d'aide et ne peut pas les trouver, elle peut faire appel à Ryo, qu'elle peut trouver à la résidence des aventuriers ou à la bibliothèque. Plus tard, Harold montre à Abel et Warren un détecteur de mana résiduel, capable de repérer toute trace de mana dans l'environnement. Toutes les données seront envoyées à l'équipe d'analyse au camp. Une fois tout prêt, Abel annonce qu'ils vont entrer dans le donjon et qu'aujourd'hui, ils n'iront qu'au 3e niveau. Cette nuit-là, Nils et les autres retrouvent Ryo pour lui remettre ce qu'ils ont trouvé. Après vérification des minéraux, Ryo leur donne 900 000 florins, qu'ils reçoivent avec joie. Il parle ensuite de l'ouverture du donjon, désormais réservé aux aventuriers de niveau des hauts supérieurs. Ryo leur suggère d'y aller le lendemain, car une réunion sur la situation du donjon aura lieu. Revenons à Abel et les autres, dans le donjon. Ils sont là depuis 3 jours et ont atteint le 7e niveau, mais n'ont trouvé aucun monstre, ce qui est très étrange. Harold leur informe que l'équipe de surface n'a rien détecté d'anormal, donc ils doivent aller plus profondément. Abel remarque que les chercheurs de l'Université Royale Centrale semblent pressés. Ria mentionne qu'il croit que les monstres de la Grande Marée viennent d'au-delà du niveau 38, information qu'elle tient d'une ancienne connaissance. Abel lui demande si cette personne vient de son époque de prêtresse au temple de la Centrale Royale, ce qui serait étrange. Elle lui répond de ne pas s'inquiéter, les prêtresses sont toujours nécessaires. Hugh fait alors une annonce aux aventuriers de niveau F et E, ils ne participeront pas à l'enquête. En attendant, des caravanes apportant des fournitures auront besoin de protection. Bien que la brigade blanche s'en charge, davantage de monde est nécessaire. Ryo en profite pour demander à Hugh des informations sur les monstres de la marée. Selon les rapports, ils ont laissé des pierres magiques. Ryo veut savoir de quelle couleur elles étaient. Hugh répond qu'elles étaient toutes claires, y compris celle du roi gobelin et celle des 2 généraux. Soudain, Clive se trouve face à une grande porte sombre apparue dans le donjon. Ces hommes pensent qu'elle pourrait mener ailleurs, mais ignorent tout de son origine. Clive, loin d'être inquiet,
la considère comme une découverte majeure. Il décide de l'appeler portail et fait venir l'équipe d'analyse. Une fois prêt, il mesure la densité de mana au-delà du portail. Mais dès que l'instrument entre en contact avec la surface, tous les présents sont instantanément téléportés. Nathalie constate alors que les signaux qu'elle recevait ont complètement disparu. Ayant apparu dans une zone complètement inconnue, Abel demande à voix haute si ses compagnons vont bien, et comme les filles sont derrière lui, elle lui confirme que tout est en ordre. Après cela, Abel confirme que Harold va bien aussi, lequel mentionne qu'ils ont atterri dans un autre endroit. D'un autre côté, Clive et une grande partie de l'expédition se retrouvent dans un point différent, et tous sont désorientés par la téléportation soudaine. Clive leur demande d'inspecter les environs, car comme ils ne connaissent pas cette zone, ils doivent être extrêmement prudents. Quand l'un d'eux lui demande ce qui s'est passé, il suppose qu'ils ont été téléportés, et c'est pourquoi il donne la priorité à découvrir cet endroit au plus vite. En plus de cela, il considère probable que la cause soit le portail. La théorie voulait que les monstres de la Grande Marée viennent d'au-delà du niveau 38 du donjon, mais il semble qu'il se soit trompé, car il est possible que tout soit l'œuvre du portail. Il pense alors qu'en dépit de tout cela, cela pourrait s'avérer impressionnant, découvrir ce qui provoque la Grande Marée et écarter l'ancienne théorie serait un résultat inégalable. Avec une telle information, Clive Staples pourrait accéder sans problème au poste de chef du département. L'un de ses subordonnés lui signale alors quelque chose qu'il a pu apercevoir au loin, des silhouettes suspectes. Pendant ce temps, Nathalie reste troublée par la disparition des lectures. Soudain, l'artefact indique que le groupe d'expédition se trouve au 40e étage, mais quelques secondes plus tard, le signal disparaît de nouveau. À ce moment-là, un homme entre dans la tente et demande qui est responsable ici, l'un d'eux lui répond. En entendant cela, il se présente comme Christopher Blatt, envoyé directement par Sa Majesté le Roi. Il leur demande alors de l'informer s'il s'est produit quelque chose d'inhabituel dans le donjon, car ceux qui y sont entrés ont disparu. Ils étaient accompagnés d'aventuriers locaux qu'ils avaient engagés, mais en franchissant le seuil, ils ont disparu sous leurs yeux. Il l'informe que les lectures ont disparu, et que le signal reçu il y a quelques instants indiquait qu'ils étaient au 40e étage. Cela inquiète beaucoup Blatt, car c'est bien trop profond. Après tout, aucun aventurier n'a jamais dépassé le niveau 38, et au-delà du niveau 30 c'est déjà difficile pour les rangs B. On lui signale que l'épée cramoisie, un groupe de niveau B, accompagnait l'expédition et pourrait être avec eux. Avec cela en tête, Blatt décide d'en informer la guilde des aventuriers, et que le maître de la guilde ne devrait pas tarder à venir pour qu'on lui explique la situation. Nathalie n'accepte pas très bien le fait qu'épée cramoisie soit impliquée, mais soudain elle a une idée, ce qui la pousse à quitter la tente en tout hâte sans donner d'explication à personne. Rapidement, Nina informe Hugh que l'équipe de recherche du donjon a disparu et que le doyen Christopher de l'université de magie a demandé qu'il vienne à l'entrée. Après y avoir réfléchi un moment, Hugh répond qu'il arrive tout de suite et lui demande de préparer le personnel pour qu'il se rassemble au point de rencontre du donjon. Cependant, il ne veut pas que les aventuriers soient au courant, car il préfère tout leur expliquer quand il en saura plus sur la situation, et non pas parce qu'il serait quelqu'un de mauvais. De retour avec Rio, celui-ci n'arrête pas de tourner dans la bibliothèque, incapable de trouver ce qu'il doit rechercher. Et au moment même où il pense à quel point cela l'aiderait que Serra soit là, elle apparaît justement pour le saluer. Il se réjouit immédiatement de la voir et lui explique qu'il voulait consulter les registres des anciens éclipses et grandes marées, mais qu'il n'a aucune idée de l'endroit où chercher. Comprenant la situation, elle accepte de l'aider, car il se trouve justement qu'elle sait où ils sont rangés. En chemin, Serra lui demande s'il pense qu'il y a un lien entre les éclipses et la grande marée, ce à quoi il répond que c'est une intuition qu'il a. Elle confirme qu'il y a eu une éclipse 2 jours avant l'apparition des monstres, et selon elle sa théorie sur la relation entre les deux phénomènes est correcte. En réalité, il y a toujours des éclipses avant une grande marée, mais par le passé elles n'étaient jamais totales, comme cela a été le cas cette fois-ci. Elle admet avoir déjà enquêté là-dessus, et s'intéresse à la façon dont Rio est arrivé à cette conclusion. Il répète que c'est une intuition, cachant le détail qu'il a affronté une démone en plein éclipse, chose qu'il ne peut évidemment pas révéler. C'est pourquoi il change brusquement de sujet et demande si elle sait ce qui fait changer de teinte une pierre magique. Serra accepte qu'il aborde le sujet, et il lui répond que plus un monstre vit longtemps, plus sa couleur devient intense. Rio précise qu'un ami le lui avait déjà dit, et qu'il était donc curieux de la couleur des monstres de la Grande Marée. Il se trouve qu'ils avaient des couleurs pâles, mais il serait plus logique qu'elles soient intenses, puisqu'ils seraient alors des monstres anciens remontés à la surface. Avec cela, Rio suppose que ces monstres sont d'apparition récente. Ensuite, il remarque qu'il y avait des gobelins, des généraux gobelins et même un roi gobelin, ce qui est étrange qu'ils apparaissent soudainement avec une telle hiérarchie. De plus, s'ils avaient été créés artificiellement, cela exigerait une énorme quantité d'énergie. Serra lui apprend qu'elle savait déjà que les monstres de la Grande Marée avaient des couleurs pâles, car il y avait des archives mentionnant cette particularité dans le passé, mais elles étaient en mauvais état et des pages manquaient, au point que même les bibliothécaires n'en savaient pas grand-chose. En bref, c'est une information qui n'a jamais été rendue publique, et compte tenu de l'intérêt de Rio,
elle accepte sans problème de lui montrer ses archives. Pendant ce temps, dans le groupe d'expédition, Harold commente à Abel que cette sensation ressemblait à celle d'une téléportation dans un donjon de l'Ouest. Il demande ensuite si l'équipement fonctionne normalement. Ces hommes confirment que oui, car la magie du vent de l'appareil n'a pas failli, permettant au groupe de la surface de communiquer avec eux et de leur envoyer leur position à tout moment. Lynn pense qu'il pourrait même faire venir de l'aide, mais Harold reste sceptique et s'inquiète de l'air de cet endroit, demandant à Rhea si cela ne lui rappelle rien. Après avoir analysé l'atmosphère, elle répond que c'est comme dans un sanctuaire clos, un sort exclusif aux prêtres de haut niveau. C'est un sort défensif parfait, considéré comme un miracle divin, et il est dit qu'il peut repousser toute attaque physique ou magique. Comme ce lieu lui rappelle cela signifie qu'ils sont piégés à l'intérieur d'une sorte de barrière, et celle-ci doit être immense puisqu'ils ne parviennent pas à en détecter les limites. Ayant cela en tête, Abel demande à Lynn d'utiliser la magie de sonde pour voir si elle détecte quelque chose. Après l'avoir fait, elle informe qu'il y a plusieurs présences humaines à environ 500 mètres, proches du millier, ainsi que 50 formes de vie inconnues. Harold suppose alors que Clive et son équipe s'y trouvent aussi, et Abel décide qu'ils doivent se diriger par là, car le mieux est de se réunir au plus vite. Hugh arrive à la tente pour parler avec Blatt et les autres, qui lui indiquent que le groupe d'expédition a été détecté quelques secondes au niveau 40. Cela ne l'apaise pas, conscient qu'aucun aventurier de la ville ne pourrait atteindre une telle profondeur, ce qui signifie qu'il n'a aucun moyen de leur envoyer de l'aide. Blatt ajoute qu'ils ne savent pas non plus pourquoi ils ont disparu de cette façon, et que ni lui ni ses subordonnés ne peuvent intervenir dans ces circonstances. Hugh ne lui reproche rien et, puisqu'ils ne peuvent rien faire, il prie pour qu'ils soient en sécurité où qu'ils soient. On nous montre alors ce qui se passe du côté de Clive, un grand nombre de membres du groupe subissent des assauts de magie offensive très puissantes. Beaucoup de mages se défendent avec des barrières, mais un certain pourcentage des membres ne parvient pas à se protéger de cette attaque inattendue. Aucun d'eux ne connaît les monstres qui les attaquent. Mais lorsque Clive en observe un attentivement, il confirme qu'il s'agit de démons. Même s'il n'en avait jamais vu, la description correspond parfaitement. Beaucoup d'aventuriers se ruent vers eux pour les attaquer. Les démons ripostent en maniant une magie puissante et des soldats doués pour le combat, ce qui provoque un carnage rapide. Quand Abel et les autres arrivent sur les lieux, ils sont surpris par le chaos formé en si peu de temps. Rhea identifie ses attaquants comme des démons, ennemis des dieux et des anges, des formes de vie immunes à la magie et plus fortes que les humains. Harold demande de laisser les théories de côté et ordonne à ses hommes d'attaquer en tenaille. De son côté, Clive continue de résister aux assauts avec sa barrière magique et se demande ce que font des démons ici. Soudain, les mages lancent de puissantes magies offensives sur les démons qui, malgré leur nature, subissent une bonne quantité de dégâts. Cela surprend Rhea, car la magie n'était pas censée avoir d'effet sur eux. Harold explique que cela n'a jamais été confirmé, et qu'il est logique que 3 groupes avec un même objectif puissent briser les défenses d'un démon. Quand il constate que les démons s'approchent, il donne l'ordre de lancer la deuxième vague. Bien qu'ils réussissent à contenir les démons, ils s'inquiètent car ils sont trop nombreux, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'épuise son mana. Abel remarque alors un démon en arrière, qui semble être le chef, et Harold l'informe que la 4e vague sera la dernière, car ils n'ont plus de puissance de feu. Cela pousse Abel à passer au corps à corps, choisissant d'aller au front avec Warren. Rapidement, tout le groupe avance sans s'arrêter, Warren protégeant Abel des attaques magiques grâce à son bouclier. En chemin, ils éliminent les démons qui s'approchent, travaillant en équipe pour les affronter de manière organisée. En voyant cela, Harold comprend mieux pourquoi l'épée cramoisie a une telle réputation. Mais alors que tout semble aller, Lynn s'effondre soudainement, épuisée. Rhea demande à Warren de la couvrir, car elle-même n'a plus de mana et il ne reste plus de potions. Abel s'inquiète en voyant qu'il n'en reste que 6, mais Rhea lui dit qu'il est possible que le chef soit un prince démon. Elle lui demande d'observer ses yeux, car c'est censé être l'un de leurs traits. Abel suppose donc qu'il s'agit d'un seigneur obscur en devenir, et elle confirme qu'il s'agit d'une forme immature, sachant qu'il n'en existe que 4 à la fois, dont un seul deviendra le seigneur obscur. Elle ajoute que même les héros n'ont jamais réussi à en vaincre un. En entendant cela, Abel annonce qu'il tentera de vaincre les démons entourant le prince, car il existe une chance que cela brise la barrière et les sauve. Avant d'y aller, il pense que la sensation était pire quand ils avaient affronté le griffon, ce qui lui redonne un peu de confiance. Il commence alors à affronter les démons un par un. Mais après en avoir vaincu quelques-uns, le prince démon lance une attaque magique sur Warren, dont l'impact le repousse avec les filles. Abel comprend alors que le prince démon veut un duel en 1 contre 1, et que c'est pour cela qu'il l'a isolé. Se mettant en garde, il voit soudain le prince démon apparaître devant lui avec une vitesse anormale. Abel parvient tout de même, grâce à ses réflexes, à se protéger de son attaque. Mais il reconnaît qu'il est trop rapide et fort pour espérer le vaincre. Soudain, le prince démon est frappé par une attaque magique lancée par Rhea, mais quand la poussière se dissipe, tous voient qu'il n'a subi aucun dommage, ce qui leur fait penser que ce démon-là est bel et bien immunisé à la magie. Quelques secondes plus tard, le reste des démons envoie une pluie de projectiles magiques sur ceux qui sont plus éloignés, détruisant leurs barrières et les forçant à reculer.
Clive et les siens ne résistent pas et sont enveloppés par les flammes. Warren fait de son mieux pour protéger Lynn et Rhea, tandis qu'elle s'inquiète pour Abel. À ce moment, le prince démon attaque de nouveau au corps à corps. Abel utilise alors la technique de l'épée zéro rotation. Il parvient à dévier l'attaque du prince démon et à manœuvrer son épée vers son cou. Mais malgré sa rapidité, le prince démon recule à temps et contre-attaque, frappant durement Abel. Engourdi par la douleur et incapable de réagir, Abel présente ses excuses à Rhea, tandis que le prince démon se prépare à l'achever. Juste avant que cela n'arrive, le plafond au-dessus d'eux s'effondre, et de la descend lentement, comme à son habitude, Rio. En voyant Abel, il lui dit clairement qu'il est venu lui sauver la vie, et qu'il ne s'attendait pas à le voir sur le point de mourir dans une telle situation. Harold se demande qui est cet homme, mais comme il est éloigné, personne ne peut répondre. Comme si de rien n'était, Rio leur demande de rentrer, car beaucoup de gens s'inquiètent pour eux. En voyant le prince démon, il assure à Abel qu'il s'en chargera. En l'écoutant, Abel l'avertit qu'il s'agit d'un prince démon, ce que Rio reconnaît comme étant le fils du Seigneur Obscur. C'est pourquoi il lui demande d'arrêter de plaisanter à un tel moment, doutant que la descendance du Seigneur Obscur soit si faible. Abel explique qu'un prince démon est un aspirant Seigneur Obscur, donc très puissant. En comprenant cela, Rio suppose alors qu'il est bien son fils, ce qui expliquerait sa faiblesse. Naturellement, Abel lui demande de quoi il parle, mais sans répondre, Rio contre les attaques magiques des démons communs en lançant lance de glace, tout en avançant calmement vers eux. Ensuite, il utilise jet d'eau, créant ainsi une bulle d'eau derrière les démons, laquelle projette de l'eau à très haute pression en une ligne horizontale, les coupant en deux avec une grande facilité. Abel reste choqué de voir cela, car il les a vaincus en un instant et sans effort. Finalement, Rio se place devant le prince démon. Quand il remarque la façon dont ce dernier le regarde, il dit qu'il en a assez que tout le monde le voit de cette manière. Le prince démon serre plus fort son épée, et en réponse, Rio dégaine la sienne pour se mettre en garde également, annonçant qu'il vaut mieux en finir, tout en gardant un sourire tranquille.